Salut à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, votre rendez-vous aussi régulier que possible sur la voiture électrique, la voiture autonome, toutes les nouvelles mobilités. Bref, le seul podcast automobile au monde qui ne met pas de super dans ses cornflakes le matin, surtout au prix du super en ce moment. Bref, ravi de vous retrouver, je suis Cédric Ingrand. Et je suis Thomas Degois. Et voilà, il est là, au sommaire. La promesse, électorale ou pas, on va s'en parler, d'une voiture électrique à 100 € par mois. Et oui, c'est possible. Alors justement que le prix de certains véhicules stars du marché de l'électrique est lui en train d'exploser. Au sommaire également l'arrivée en France de giga-usines de batteries. C'est pour demain, c'est promis. On se parlera aussi de Porsche qui accélère vers l'hybride. De Sony qui va lui, ça y est, produire une voiture électrique mais qui ne la fera pas toute seule. Il y a d'ailleurs une autre marque que vous connaissez déjà par ailleurs, qui arrive aussi dans l'électrique. Surtout, on ira, disons-le, s'émouvoir de certaines âneries lues et entendues sur le sujet de la voiture électrique ces derniers jours. Des choses qui font mal, surtout quand elles viennent de gens que vous aimez bien. Eh ouais, je parle de toi, Villebrequin. Thomas, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Bon, on a pas mal de choses à voir ensemble. J'ai envie de dire ce mois-ci, parce que ça y est, la promesse d'un numéro toutes les 2 semaines, on va dire, jusque-là, c'est un peu raté. Je n'ose pas te dire combien de numéros on a fait en 2021. Je pense qu'on peut tenir un rythme mensuel. Ce serait déjà énorme, ça éviterait... Moi, je me suis fait arrêter dans la rue cette semaine. Quelqu'un qui me dit, bah alors, et le prochain numéro ? J'ai dit, attendez, vous savez que j'ai un vrai job. Mensuel, je pense qu'on peut le tenir. C'est pas un défi. Ouais. Bref, je le disais dans le sommaire, l'arrivée d'une voiture électrique à 100 € par mois. Alors c'est pas une offre de constructeur, pas du tout. C'est quelque chose qui a été évoqué par Emmanuel Macron lors de je ne sais plus quelle conférence, pour tout te dire. Bref, dans son projet présidentiel, il y a quelque chose qui prévoit de permettre l'accès, ouvrez les guillemets, à des véhicules propres pour dépenser moins, consommer moins, avec une offre de leasing pour des véhicules électriques. Évidemment, le but, c'est d'arriver à aider les gens à sortir de véhicules carbonés. Aujourd'hui, ça coûte combien une voiture par mois ? Alors, c'est compliqué. Soit tu l'achètes, bon, il y a un crédit, l'assurance, etc. Donc, moi, je peux te dire combien me coûte ma Tesla Model 3 en crédit et en assurance. On est à... Je pense que mis bout à bout, on doit être à quelque chose comme entre 400 et 450 € par mois. Donc forcément, les 100 € par mois, ils sont loin. Il me semble que les gens en moyenne doivent dépenser un truc comme 300 €, entre 300 par mois. Hein, tout compris, je crois que la moyenne, c'était 3500 par an, un truc comme ça. Mais c'est énorme. Ramener au revenu moyen, c'est beaucoup. Mais surtout avec l'augmentation du carburant, là, ça doit... ça doit piquer, ça doit piquer terriblement. Sérieusement. Oui. Encore une fois, moi, je regarde pas les gens qui s'arrêtent dans les stations-service en disant les gueux. Non. Mais je sais que ça pique. Je vois les prix qui évoluent jour après jour. Vivement la fin de la guerre. Alors, la question de cette voiture à 100 € par mois, comment on fait ? L'idée, c'est d'arriver à avoir une sorte de système de LOA, de location avec option d'achat, mais de location subventionnée ou de location longue durée, pour passer. En fait, on n'est pas juste en train de subventionner ton achat, on est en train de passer de la possession à l'usage, c'est-à-dire finalement la propriété de la voiture, elle importe peu tant que tu as une voiture et que tu as les moyens de te la payer. C'est intéressant parce qu'évidemment, ce que nous rappelle Le Monde, c'est qu'aujourd'hui, une voiture électrique coûterait jusqu'à 60% plus cher que son équivalent thermique. Ça, c'est quand tu compares une Renault Zoé à une Clio. Bon, dans les faits, la différence, elle est moins violente que ça sur des modèles où c'est immédiatement comparable. Je pense à une 208, à une... il y en a plein. Je fais une incise, il m'est arrivé un truc ce mois-ci terrifiant. C'est que mon fils commence à m'apprendre des trucs sur la voiture électrique. C'est Oscar, 9 ans. Et d'un coup, il a une passion évidemment pour Tesla, mais ça, on sait d'où ça vient. Et surtout sur le navigateur qu'il a sur son petit ordinateur qui lui sert à faire ses devoirs, il a accès à tesla.com et il n'y a pas grand-chose d'autre, honnêtement. Et un jour, en voiture, il me dit « Mais tu sais, papa, moi, je connais toutes les voitures. » Oui, mon chéri, c'est bien, tu connais toutes les voitures. Bah si, ça, tu vois, ça, c'est une Peugeot, ça, c'est machin, ça, c'est une Mercedes, ça, c'est... Oui, mais est-ce que tu connais tous les modèles, mon chéri ? Ah bah oui. Ça, c'est une C4, ça, c'est une Opel truc, machin. Je dis, mais ah bon ? Mais tu connais toutes les électriques ? Ah oui, la Kia et machin, et la EV6, et la MG, et la Citroën C4 électrique. Et là, je lui dis, mais il n'y a pas de Citroën C4 électrique.
Ah mais si papa, je suis sûr, il y en a une. Je dis mais mon chéri, écoute, c'est pas à moi, tu vas pas moi m'expliquer à moi qu'il y a une C4 électrique, ça n'existe pas. Mais si, je t'apprends mec. Vérification faite, Oscar avait raison. Il y a bien une C4 électrique qui était passée hors de mes écrans radars, je dois le dire. Donc voilà, je sais pas, peut-être qu'on risque d'être forcé d'inviter Oscar dans une émission prochaine. Ouais, parce que je pense que finalement, c'est la jeune génération qui a des choses à nous apprendre. Alors, on revient sur cette idée de la Macron mobile à 100 balles, quoi. Est-ce que l'idée, c'est pas juste d'avoir une sorte, un peu comme il existe, tu vois, une Dacia Spring, d'avoir quelques modèles que la puissance publique va te permettre de sponsoriser pour arriver à 100 balles, quoi. Ouais, je sais pas trop quel type de quel modèle ça peut concerner. Je sais que il y a déjà des trucs qui s'approchent de ça. Par exemple, sur Carroom, j'avais vu 142 € pour une Zoé en LOA. On n'est pas trop loin. J'ai pas envie d'empiéter sur le conducteur, mais après, bon, je trouve que l'idée est bien. L'idée, elle est cool. Après, ça concerne qui? Ça concerne les gens qui ont des revenus un peu, oui, on imagine que ce sera, comme on dit, sous condition de revenus. Ça, ce sera pas au cas de vente. Sous condition de revenus, aussi pour les étudiants, je crois, et puis pour les personnes les travailleurs indépendants qui doivent se déplacer, il me semble, un truc comme ça. Et rien qu'en prenant les gens qui sont, si on prend le seuil de pauvreté par exemple, tu as 9 millions de personnes, du coup 100 000 voitures, c'est 1%. Du coup, en revanche, la règle des 10% que tu consacres à ta voiture dans ton salaire, en général, il y a cette règle-là des 10%. Bah là, du coup, ça matche complètement avec ces gens. Donc, c'est vrai, tout à fait. Moi, je trouve ça plutôt cool en fait, parce que c'est vrai que ça leur permet vraiment d'avoir le même ratio de budget que tout le monde en fait. Ouais. Après, il faut voir comment ça se passe. Moi, ma question en fait, c'est surtout sur l'option d'achat, quoi, parce que du coup 50 millions pour 100 000 voitures, tu as 500 € donc par an d'aide de l'État pour une voiture. 500 € par an, c'est pas mal, mais sur une Zoé qui est à 22 000 € quand tu enlèves le bonus, quand tu inclus le bonus plutôt, bah ça fait quand même un paquet d'années quand même, j'ai l'impression, pour être à 100 €. Alors du coup, il doit y avoir quand même un gros loyer. Ça va peut-être changer. Alors, du coup, je suis allé un peu creuser en disant, mais ça coûte combien vraiment aujourd'hui un LOA, une LLD? Et c'est nos camarades d'Automobile Propre qui, évidemment, ont eu exactement le même réflexe et qui ont listé 5 modèles qui coûtent moins de 100 € par mois. Alors attention, parce que quand on dit moins de 100 €, de quoi parle-t-on exactement? Parce que par exemple, le MG ZS, le SUV électrique, on peut l'avoir de fait. Est-ce que c'est en LOA, en LLD, peu importe, à 100 €, à 99 € par mois? Eh oui, mais attention, parce que ça, c'est après un apport de 4 500 € et encore avec le bonus déduit, donc plutôt de l'ordre de 10 000 € à la base. Et là-dedans, pour le prix, on n'a pas encore payé l'assurance, si mes souvenirs sont bons. Idem pour le Hyundai Kona, là aussi, il est affiché à 99 € par mois. L'apport, il est aussi de 4 600 €, là encore. Sinon, qu'ils sont sympas parce qu'ils te permettent de payer ton apport sur les 3 ans de la durée de la location. Mais alors attention, parce que là aussi, on dit 100 € par mois, mais 100 € par mois pour rouler combien? Pour rouler 5000 km par an? C'est pas terrible. Donc on est vraiment sur des offres très très basiques. Bon, mais en même temps c'est assez ça peut se comprendre. Évidemment Dacia Spring, parce que là on peut l'avoir à 90 € par mois avec un apport à 2005. Bref, ces offres là elles existent un peu. Mais oui, tout ce qui permet d'amplifier le mouvement reste bon à prendre, quoi. Oui, et puis après moi je trouve que c'est quand même une bonne idée, c'est forcément à saluer parce que du coup ça a le mérite d'exister en tout cas, et après il faut voir comment ils vont faire ça. Encore une fois, c'est 50 millions la première année. Admettons que ça dure 8 ans pour une LOA classique. Donc du coup, à raison de 500 € par voiture d'aide, ça te fait 4 000 € d'aide sur tes 8 ans. Mm-hmm. Encore une fois, voilà, quand tu enlèves ces 4 000 €, du coup, plus ce que tu as. Oui, mais la voiture, elle garde de la valeur quand même à la fin. Elle reste revendable. Bien sûr. Elle aura une autre vie. L'État va t'aider à hauteur de 4 000 € sur ces 8 ans, en fait, pour ta LOA.
ok. Ouais. Et donc du coup, mine de rien, si tu veux racheter cette voiture derrière, je sais pas si les gens qui vont bénéficier de ce truc-là auront le cash pour continuer de racheter la voiture derrière. En fait, c'est ça que je me disais. Donc du coup, est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui va pousser les gens à finalement ne jamais posséder leur voiture et toujours mettre de l'argent en fait dedans, Ouais, mais enfin, si tu payes 100 euros par mois toute ta vie pour avoir une voiture, ça t'aura pas coûté plus cher que d'en acheter une. Oui, sauf que la voiture que tu vas acheter, peut-être qu'elle correspondra plus à ton style de vie à un moment donné, ça, c'est etc., autre chose. etc., avec tes enfants, quand tu vas évoluer, que tu vas partir en vacances. Bon, après, bon, voilà. Voilà. Puis après, d'une façon, sinon, pour critiquer un tout petit peu le truc, moi, j'ai quand même relevé un petit sophisme du président quand il dit je préfère accompagner nos compatriotes pour les aider à acheter des véhicules qui consomment moins plutôt que de continuer à payer une partie de leur plein d'essence. Et on a un faux dilemme par excellence en fait, comme si il y avait que deux possibilités en fait pour résoudre un problème. C'est un raisonnement qui est un peu fallacieux, qui est un peu qui saute aux yeux un peu, parce qu'après derrière il pourrait y avoir aussi d'autres solutions comme encadrer les prix de l'essence, faire un marché européen. Des trucs comme ça après. Bon, après je propose, mais après bon voilà. Non mais tout ça pour dire que voilà, ce petit truc là qu'il avait en gros, il dit je préfère sponsoriser l'achat d'un truc qui émet moins plutôt que de sponsoriser le plein d'essence. Ouais, le plein d'essence. Ça à la limite ça se comprend. Ce qui est intéressant, c'est que ça arrive à un moment où les prix sont un vrai problème presque partout. Alors il y a plein de choses. On en a déjà parlé, la pénurie des composants. Il y a des choses dont le prix a augmenté. Certains composants des batteries, par exemple, le nickel a vu son prix exploser. Bref. Et alors, moi, je fais partie des gens heureux qui ont pu acheter une Tesla l'année dernière. On va pas dire à vil prix parce que c'est quand même pas mal d'argent, mais au moment où le prix avait décroché assez pour accrocher le plus gros des bonus écologiques de l'époque, c'était encore 7 000 euros. Donc ça la faisait tomber à 36 000 et des, quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. Et ben c'est fini. Je suis désolé de vous le dire. En deux coups, là, mais dans l'espace d'une semaine, le prix de la Model 3 de base a augmenté, je crois, de 3 000, puis de 3 000, pour revenir aux 49 990 prix catalogue auquel elle était il y a un peu plus d'un an. Et du coup, elle n'accroche plus qu'un bonus à 2 000 euros. En clair, le prix réel de la voiture a pris 10 000 euros dans la semaine. Voilà. Et là, ça pique un peu. On va te dire au secours, en fait, pour tous ceux qui se disaient, je vais y aller. Et oui, puis, pour tous ceux qui attendaient en disant, peut-être que le prochain refresh, il y aura, je sais pas quoi, le volant chauffant gratuit, j'ai dit une bêtise. Oui, ils ont eu le tort d'attendre. Ou tous ceux qui n'ont pas fini de convaincre leur conjoint, leur conjointe, qu'il faut vraiment y aller parce que c'est le futur, parce que c'est génial, parce que machin, parce que bidule. C'est un truc qui va créer des divorces. Je t'avais bien dit qu'il fallait que je l'achète. Tout est de ta faute. 30% d'augmentation presque. Ça pique très très fort. Alors évidemment, ils le font à un moment où, au début de ce mois, si mes souvenirs sont bons, au début du mois de mars, quand tu commandais une Model 3 en ligne, on te disait livraison février 2023. Donc forcément, ils avaient pas trop de pression sur le prix, tu vois ce que je veux dire. C'était pas, faut vider les stocks. Quel stock, monsieur? Il n'y a pas de stock. Ça s'est arrangé depuis, hein. Enfin, arrangé, t'as mis bien grand mot, mais je crois que maintenant, ils affichent août ou quelque chose de ce genre. Ouais. Mais c'est aussi du fait de l'ouverture, ça y est, de l'usine Tesla à Berlin. Ouais. Ils ont livré, là, à l'heure où je te parle, les 6 premières Model Y faites pour le marché français ont été livrées à leurs propriétaires ces jours derniers. Curieusement, elles étaient toutes noires. Moi, ça m'a rappelé la blague d'Henry Ford. Vous pouvez prendre toute la couleur que vous voulez tant que c'est noir. Apparemment, voilà. Mais c'est des Model Y performance, 4x4, machin, qui peuvent coûter 70 et des. Donc voilà, tout ça est inenvisageable. Donc voilà, j'espère que les prix vont retomber un petit peu, enfin qu'ils vont trouver des raisons de faire retomber les prix, parce que sinon... Et alors c'est fou, c'est que ça crée des conditions de marché où tout est à l'envers, et où tout à coup, si tu as justement acheté une voiture l'année dernière, tu peux la revendre aujourd'hui pour plus cher que ce que tu l'as payé. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la bonne nouvelle pour celui qui voudrait arrêter de prendre une Tesla, à la limite, enfin de conduire une Tesla. Je crois que ils sont pas nombreux. TMS a monté aussi, non ? Tous, mais et puis du coup avec des espèces de filières qui reprennent ta voiture pour aller la vendre en Belgique, au Danemark, là où le bonus écologique a absolument rien à voir. Encore une fois, désolé pour la crève.
Et donc voilà. Alors il y en a qui des petits malins qui du coup vendaient la voiture de l'année dernière pour acheter celle de cette année. Mais alors entre les délais de livraison et le reste, tout à coup ils se retrouvent dans une espèce d'insécurité. Le pire, ça doit être les gens qui se sont dit, je vais faire l'affaire du siècle. Là, regarde, je vends la voiture, je rachète la. Ah bah non, elle a pris 10 000 là. Non, ça va pas du tout. Ah ouais. Allez, on me la livre l'année prochaine. Donc voilà, hey, du coup, comme dirait quelqu'un que je connais bien, play stupid games, win stupid prizes. Et du coup, en fait, c'est une histoire de demande et d'augmentation du prix de certains composants, de certains matériaux, c'est-à-dire que voilà, il y a une vraie augmentation des coûts. C'est un peu comme le prix de la farine dans la pizza, tu vois. Et du coup, mais de toute façon, on sait chez eux que les prix sont très élastiques. Hein, c'est-à-dire que ils n'hésitent pas à faire monter ou descendre les prix selon la demande, l'offre, selon voilà. Bien sûr, hein, comme pour le pétrole, hein, c'est pareil. Hein, et puis vu qu'en plus c'est quand même le seul constructeur chez qui tu payes le prix affiché, tu vois, c'est un peu comme aller chez Apple, tu vois, c'est pas non mais attendez, vous allez me faire un prix là sur l'iPhone 13, non, ah non, pas du tout, donc ah non, bon très bien, je vais le prendre au prix affiché. Là c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux pas dire, je vais aller dans une autre concession, monsieur. Hein. Oui, si vous voulez, mais enfin, c'est pas des concessions, c'est des stores. Vous allez perdre beaucoup du trajet, et puis c'est tout. Les vendeurs ont pas de commission. Enfin, c'est voilà, on vend et en gros, quand tu y vas et que tu veux commander une voiture, c'est laissez-moi vous aider à vous connecter sur le site pour la commander vous-même. Ce qui est très bien. Coup, mais ça a le mérite de la simplicité. Moi, j'aime bien les prix affichés. Parce que... Oui, oui, après, oui, c'est une façon de voir les choses. Par contre, c'est les concurrents qui sont, eux, super contents, du coup, parce que là, ça relance complètement le game, quand même. C'est-à-dire que là, tu peux... Oui. Là où il n'y avait pas photo en termes de plein de choses, là, tout à coup, forcément, il y a de quoi se gratter la tête. Attendez, refaites voir les Kia et les Hyundai, là, parce qu'elles sont... Le V6, il a combien 47,9 Bon, finalement, c'est une chouette voiture aussi. Oui, finalement. Donc finalement, tout ça a de l'avenir. Une première, en France, ça y est, des véhicules électriques vont pouvoir participer à l'équilibrage en temps réel de notre système électrique. Tu peux m'expliquer ça ? Alors, est-ce que je peux le faire ? Je pense que je vais mal le faire. Je peux essayer. En fait, en gros, c'est tout. Oh là là, comment alors, je vais le tenter. C'est très. En fait, quand tu ne comprends pas un problème, je te l'explique. Je l'ai fait pendant des années à la télévision. Tu commences par dire. Alors, attendez. En fait, c'est très simple. Ce qui te permet en plus de réfléchir un peu. Non, mais en l'occurrence, c'est pas très compliqué. Avec l'arrivée de compteurs connectés intelligents, de Linky, et puis de systèmes de recharge, là aussi intelligents, en gros de trucs qui peuvent fonctionner dans les deux sens, et tout à coup, la batterie de votre automobile peut devenir une sorte de petite variable d'ajustement pour le réseau électrique. Et c'est-à-dire que tout à coup, s'il y a des pointes de consommation sur le réseau électrique, le réseau pourrait demander à certains trucs, à certains dispositifs connectés, vous avez pas un peu d'énergie pour moi plutôt à réinjecter dans le réseau, et là ta voiture tout à coup, je sais pas, je dis une bêtise, à 22h pourrait dire ok tiens je te lâche quelques kilowatts qui te seront évidemment payés, remboursés, remis en crédit, que sais-je encore, et en gros tu deviens une batterie si tu veux qui amortit des chocs du réseau électrique. Alors du coup moi la question que je me pose c'est est-ce que ce truc là c'est pour pallier le fait que comme en bout de course, celui qui fournit l'énergie, c'est la centrale nucléaire, c'est le machin, c'est le bidule, et que c'est un peu embêtant d'avoir à fournir toute cette électricité sur des pics, on va préférer utiliser un peu le réseau de tout le monde. C'est ça ou pas ? Oui, parce qu'en plus, à chaque fois qu'on raisonne sur ce genre de truc, c'est pour ça d'ailleurs souvent que quand on entend des choses sur non mais attendez, on va mettre de l'éolien et du solaire partout, et quand il n'y aura pas de soleil au nord, c'est le sud qui leur enverra du soleil. Oui, mais ça demande un degré d'interconnexion, parce qu'en fait, l'électricité, ça reste un truc semi-local. Tu vois, l'électricité qui t'arrive quand t'es à Paris, elle vient pas du sud de la France. Elle vient, si possible, je sais pas, Nogent-sur-Seine, enfin des choses un peu plus proches. Donc c'est plus simple de gérer des problèmes de pic de consommation, surtout s'ils sont locaux, avec des sources locales. Là, jusque-là, je suis dans la parfaite la palissade. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça faisait partie des choses qui étaient des projections en disant, bah oui, à partir du moment où il va y avoir beaucoup de voitures électriques et qu'elles vont être pleines à être connectées de manière
manière presque machinale au réseau la nuit, bah oui, tout à coup, c'est comme si on avait un réseau de centaines de milliers, voire de millions de batteries, mais ça restait un peu virtuel en disant, bon, un jour, voilà, il y aura toutes les briques pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais non, ça y est, en fait, c'est RTE, le réseau d'électricité, qui a certifié pour la première fois la participation de batteries de véhicules électriques de flotte d'entreprise, parce que c'est plus facile à gérer, qu'il y en a plein, que c'est plus facile d'amortir aussi le prix des bornes de recharge intelligentes qui vont permettre de faire le mouvement inverse, si tu veux te faire tourner la manivelle à l'envers pour rendre du courant comment ça s'appelle ça, de grid, enfin au réseau électrique. Et c'est mis en œuvre par une co-entreprise créée entre EDF et Newve, qui s'appelle Drive, D-R-E-E-V. Et en quelques secondes, on peut activer la charge et la décharge des batteries d'un grand nombre de véhicules répartis sur tout le territoire national. C'est intéressant, hein. C'est intéressant. Après, je sais pas comment c'est reçu par le public. Moi, si j'étais à ta place, par exemple, ben non, mais j'aurais des questions à me poser. Moi, je trouve que si c'est un progrès, c'est cool. Tu vois. Après, typiquement, est-ce que, par exemple, ça va avoir un impact sur la durée de vie de ta batterie, quoi? Je sais pas. Alors, est-ce que si on fonctionne comme ça pendant 15 ans, tu vois Je pense que d'abord, enfin, tu vois, on est dans un truc qui va être un usage, enfin, presque à la marge, parce que vraiment, c'est pour, tu vois, c'est pour encaisser des pics de conso, donc c'est difficile pour le réseau après de compter dessus en disant, oh, il va y avoir un pic de conso semaine prochaine parce qu'il va faire -12. Ouais, c'est pas grave, il y aura des voitures connectées, ça va le faire, tu vois. Bon, je pense que c'est pas anticipé comme ça. Et si je veux être super tatillon et que je me dis, mais ok, d'accord, mais t'es français, toi, c'est ça? Vous me prenez 1 kilowatt, ok, mais moi je l'ai payé tant. Et du coup, quand on me le rend ce kilowatt, on me le rend gratuitement, en fait, c'est ça? Alors, est-ce que tu vois, il peut y avoir une espèce de spéculation sur je donne tant Non, alors a priori, ça va être un peu comme quand tu as par exemple des panneaux électriques, enfin des panneaux solaires qui rendent de l'électricité au réseau. Évidemment, cette électricité, elle t'est payée plus cher que le coût du kilowattheure tel que tu l'achètes à Enedis, tu vois. Donc il y a un bonus à l'achat, oui, très clairement. Je pense que c'est d'ailleurs comme ça que le truc se règle en disant, je sais pas si ça pose des problèmes. T'imagines d'usure de la batterie, surtout avec les batteries qu'on a maintenant. Je t'ai pris 5 kilowatts. Oui, bah, la belle affaire. C'est comme si t'avais roulé 40 bornes. Bon, mais je te les ai rendus. Ah bon, ça va. Alors, enfin, tu vois, c'est pas très violent. De toute façon, je pense que c'est comme ça qu'ils ont vu le truc et ils ont dû penser évidemment à tout ça. Hein. Mais c'est vrai que du prime abord, moi, c'est ce que je me demande. Je me dis, tiens, bon, bah, écoute, en termes de cycle de recharge, voilà. Mais c'est amusant parce que sur 10 ans, t'es pas le premier. Ouais, t'es pas le premier qui me pose des questions en ces termes, mais c'est amusant parce que moi j'ai le souvenir, c'était quand? Bah si, c'est très simple, c'était en 2011 au Japon. Donc c'était juste après Fukushima, le tremblement de terre. Enfin d'ailleurs, c'est amusant parce que chez nous on dit Fukushima, ah oui, et puis le tremblement de terre et le tsunami. Les Japonais ils disent le tsunami, le tremblement de terre, le tsunami, ah oui et Fukushima. Parce que ce qui a fait 10 000 morts, c'est le tsunami, hein, c'est pas Fukushima. Mais passons, j'y étais pour toujours le même salon high-tech où j'allais tous les ans. Et alors là, tout à coup, ils avaient totalement changé leur fusil d'épaule. C'est-à-dire que tout à coup, par exemple, l'énergie, l'indépendance énergétique, la sécurité énergétique, parce que tout à coup, évidemment, ils avaient 2 tranches de Fukushima en moins. Donc, pour la première fois, ils avaient éteint les panneaux publicitaires dans Tokyo. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, hein, je vous rassure. Et ils se posaient plein de questions, justement, celle du réseau intelligent pour arriver à encaisser des problèmes divers et variés. Et ça, c'est amusant. Et là, c'est là où tu vois la puissance d'un pays comme le Japon, où sans que ce soit une dictature à la chinoise, tout à coup, tout le monde s'aligne dans le même sens et tout le monde marche dans le même sens. Là, tu voyais côte à côte Sony, Panasonic, machin, qui disaient tous, non, nous, on a des solutions. Par exemple, nos nouvelles télés, elles seront faites pour se connecter au réseau électrique intelligent et pour s'éteindre automatiquement en cas de pic de consommation. Et moi, je disais, vous comptez vendre ça en France? Ah oui, on compte vendre ça partout. Et je l'ai soumis à des gens en rentrant après à Paris en disant, imagine, est-ce que, par exemple, tu accepterais parce que là, c'est le réseau électrique qui prend la main sur tes appareils domestiques pour les éteindre automatiquement en cas de pic de consommation. Et là où dans les Japonais disent, bah oui, moi, ça me semble être une très bonne idée. Alors en France, c'est jamais plutôt crevé jusqu'au dernier, même de gens passés, éclairés, progressistes, tout ça. Ils auront eu un petit problème comme les Japonais, des priorités de la vie, tu vois, genre.
Oui, non, je comprends. Mais C'est vrai que mais c'est intéressant de c'est voir. quand même énorme. Regarde, tu vois, c'est-à-dire que là, on parle de de ta voiture qui un jour va rendre quelques kilowatts au réseau. Et les premières questions, c'est non, mais attends, mais ça me coûtait combien, moi, cette histoire? Bon, Ah oui, d'abord, oui, non, mais puis, enfin, quand tu as une voiture thermique, tu la prêtes ta voiture, tu vois. Tu t'en fous de savoir, tu vois, genre, tu veux prêter ta voiture, bah évidemment, tu vois. quoi, t'as fait Pas pour tout le 200 monde, bornes mais... avec? Alors attends, Ouais, tu c'est me ça. dois combien Oui. si je l'amortis C'est sur ça, 5 tu vois, ans? voilà. Non, mais voilà. Voilà. Bon, tout ça Donc, reste quand même assez virtuel. Et puis, tout à coup, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Autre bonne nouvelle, toujours sur au chapitre de la recharge et des batteries, ça y est. La France va avoir l'une de ses premières gigafactories de batteries. Ça se passe à Dunkerque. Alors, c'est pas le fait d'un constructeur automobile, c'est pas le fait d'un énergéticien, c'est le fait de Verkor, V-E-R-K-O-R, qui est une start-up qui a levé plein de sous et qui promet, et pour maintenant, hein, c'est pas d'ici 2038, hein, c'est d'ici 2024, la première gigafactory européenne qui vont ouvrir ici. Un investissement, c'est quoi? 2,5 milliards d'euros, 2000 emplois directs, t'imagines? Ils ont trouvé l'endroit, c'est très simple, c'est juste à côté du terminal conteneur du port de Dunkerque. Oui, parce qu'évidemment, ces batteries, elles vont arroser l'essentiel des constructeurs européens. Enfin, en tout cas, c'est le but. Ils veulent produire 16 gigawattheures de batterie, ce qui, si tu le divises par, je sais pas, on va dire une moyenne de 40-50 kWh. Oui, c'est ça, c'est 400 000 voitures par an. Enfin, de quoi équiper en batterie 400 000? Alors, ils disent 300 000 batteries. 300 000, oui, on calcule pas pareil. Hein, voilà, c'est tout. Mais le but, c'est d'arriver à 50 gigawattheures. Donc, c'est arriver aux millions, en fait, de voitures en 2030. Ils vont approvisionner notamment Renault et d'autres. C'est une super nouvelle. Parce que jusque-là, ça n'existait pas chez nous. Puis si tu compares avec, avec le Nevada, par exemple, la giga de Tesla du Nevada, l'investissement, je crois que c'était le double, 5 milliards, et il faisait 35 gigawatts par an. Donc, mais ça, eux, ils payaient le prix, ils ont payé le prix pionnier, tu vois ce que je veux dire, où tout est compliqué, il faut créer tout de zéro, quoi. Ouais, mais en tout cas, c'est quand même correct parce que le ratio il est là quoi finalement. Nous on paye 2 fois moins cher et on fait 2 fois moins de gigawattheures. Bah a priori, si je dis pas trop de bêtises, il me semble qu'on a le même rendement que Tesla. Sauf que comme ils ont mis 2 fois plus cher, bah ils ont 2 fois plus. Mais sinon le compte est bon quoi. C'est plutôt cool quoi. Alors c'est pas la seule, hein. Il y en aura d'autres. Il y a d'abord certains constructeurs qui ont annoncé qu'ils auraient sans donner encore l'implantation ou des chiffres aussi précis. Et puis il y a d'autres projets indépendants comme celle de ASC Automotive Sales Company et Envision à Douai. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça se passe au nord de la France. Donc, t'as Xavier Bertrand, qui est patron de la région des Hauts-de-France, qui dit que il assiste à une émergence de la vallée de la batterie. Il est trop fort, Xavier Bertrand. En même temps, laisse-le tranquille. Ça fait combien de temps qu'on ne voit plus déjà le pauvre. Bah, il a raté la présidentielle, donc voilà. C'est un chouette lot de consolation. Et puis ça, au moins, ça dure, quoi. Alors. Quoi d'autre au sommaire? Ah oui, ça y est, Porsche va sortir une 911. Et non, pas une 911 électrique. Là, je pense qu'encore c'est trop dur pour eux de passer encore ce Rubicon-là. Ouais. Non, ça y est. Il y a une 911 hybride déjà qui arrive. Et alors là encore, je vous conseille d'aller sur les groupes Facebook d'amateurs de Porsche. Aïe. C'est-à-dire que tu vois, faire un Taycan, c'est-à-dire faire un modèle nouveau, tu vois, un peu comme Harley fait la Livewire, machin. Bon, très bien. Pourquoi pas? Genre, amusez-vous avec ça. Mais toucher à la 911, tu vois, c'est touche pas au Grisby salope, quoi. C'est quand même. Ouais. La Villebrequin va faire un épisode là-dessus, c'est sûr. Je pense on reviendra à Villebrequin tout à l'heure. Mais ceci n'est pas la Villebrequin Watching Party. Mais non, bien sûr, ils vont le faire. Bon, mais moi, je trouve ça bien. Ouais, s'ils avaient sauté le pas et fait directement une 911 électrique, ça aurait été sympa aussi. Même si, ils l'ont dit, hein, 80% de leur production de véhicules neufs, donc de leur production d'ici 2030 sera 100% électrique. C'est-à-dire qu'on est encore là face uniquement pour eux à des modèles de transition, mais en même temps ils voient que c'est pas ça. Juste là chez eux c'est pas juste de l'affichage, disons, en voilà une phrase sympa à dire, chez eux c'est pas juste de l'affichage, je vous la recommande.
les chiffres de vente du Taycan sur l'année écoulée ont battu ceux de la 911, qui est pourtant le modèle iconique, etc. Donc ça leur donne une bonne vendu en tout cas. un peu presque 3000 Taycan de plus que par rapport à la 911. Donc voilà, il y a un vrai marché, ils le savent. Voilà. Si vous voulez tester le marché avant de sortir la 911 pour être sûr que personne ne flippe et que tout le monde est super content et tout le monde est passé vraiment dans sa tête à l'électrique et tout, bah là ils ont réussi leur coup, oui, ça c'est sûr. Ouais. L'autre nouvelle, c'est que ça y est, Sony va faire des voitures électriques. Pour de vrai. Il faut raconter l'historique de ce truc-là. Ça commence il y a un peu plus de 2 ans, en janvier 2020, donc juste avant la pandémie mondiale. Et moi j'étais au salon CES de Las Vegas, et là, sur le stand de Sony, il y a une voiture. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et on regarde, elle est magnifique, qui s'appelait la Vision. Alors ils appelaient ça un SUV. Oui, on va dire que c'était une grosse berline coupée. Enfin, moi, j'appellerais pas ça un SUV, mais c'était très beau. Et alors, évidemment, on nous dit, quoi, vous faites une voiture? Et chez Sony, on dit, non. On n'est pas en train de faire une voiture, non, mais vous rigolez ou quoi? Non, c'est un prototype pour montrer l'avancement de nos technologies autour de l'automobile. Tu vois, tout l'audio embarqué, le divertissement, toutes sortes de choses. Donc, c'est une vitrine technologique. Notre métier, c'est pas de faire des voitures, soyez sérieux, quoi. Bon, d'où petite déception, tu vois, genre, bon, ok. Et puis, là, ils l'ont ressorti. On dit, c'est toujours le truc pour mettre des... Non, ça y est, vous allez faire une voiture. C'est intéressant, ça, parce qu'en fait, c'est vraiment, je pense, par rapport aux réactions face à leur premier prototype, qui se sont dit, non, mais attends, en fait, c'est pas con, on pourrait faire une voiture. Ben ouais. Bon, ils se sont surtout aperçus que c'est pas leur métier de faire une voiture. Du coup, ils ne la feront pas seuls. On l'a appris en ce mois de mars. Sony s'est allié à Honda pour officialiser un partenariat stratégique et pour créer, ouvrez les guillemets, une nouvelle ère pour la mobilité et les services liés à la mobilité, parce qu'évidemment, leur business à eux, ça va être de vendre du service, divertissement, plein de choses derrière. L'idée, donc, c'est de lancer une joint venture, c'est-à-dire que ce sera pas une Honda, pour arriver à vendre des voitures 100% électriques sous une marque, on sait pas. Est-ce que ce sera une voiture Sony ou est-ce que ce sera une marque totalement différente? C'est compliqué parce que sinon il faudra arbitrer justement entre Sony et Honda. Donc Honda s'occuperait de produire la première voiture dans ses usines et puis Sony va lui développer une plateforme de services complets, etc. Bon, c'est forcément intéressant parce que tu vois, une voiture Sony, ça fait partie des trucs où, parce que si je te disais, je sais pas, une console de jeu Samsung, tu vois, tu te dis, tiens, c'est pas con, pourquoi? Ouais. Ou bien une voiture Apple, parce que Apple en parlait aussi à un moment donné. Il y avait tout ce grand truc autour de la voiture Apple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'iPhone. A priori, c'est toujours sur les rails, sans mauvais jeu de mots. Ils ont plein de gens qui travaillent dessus. Ils en parlent pas, mais ils ont arrêté de. Enfin, on est plus dans le silence absolu. Moi, aux dernières nouvelles, mais j'ai dû avoir un train de retard, il me semblait que justement, bon, c'était plus trop dans les tuyaux, mais je te parle de ça, c'était il y a 1 an. Alors peut-être que... oui, apparemment, il y a eu un coup de mou. Je sais pas si c'était parce que je sais plus qui était parti ou arrivé, mais non, ils embauchent à tire-larigot. Et là aussi, on se gratte la tête en se disant, mais est-ce vraiment leur métier? Enfin, tu vois, tu fais comment? Tu les vends comment? Tu les mets dans les Apple Store? Et la maintenance, tu gères ça. Toute l'infrastructure qu'il doit y avoir normalement derrière, tu la montes comment? Tu vois, il va y avoir des centres techniques Apple Automotive, ou alors tu te dis peut-être que c'est totalement autre chose. Est-ce que ils vont juste faire des véhicules autonomes qui seraient des petits trucs de simili, comme des minibus de transport collectif autonomes? Enfin, j'en sais rien, moi. Ou alors est-ce qu'ils sont en train déjà de projeter de sauter une génération et d'arriver avec une voiture sans volant bon, les choses se précisent un peu parce qu'il y a ce que j'hésiterais à appeler des fuites, mais il y a quelques infos parfois qui sortent sur pas sur l'état de leur travail, mais en tout cas sur les buts poursuivis. Je pense qu'ils brouillent aussi pas mal les pistes tant qu'ils n'ont pas un truc à annoncer. Apple, ils détestent être forcés de faire quoi que ce soit. Alors ça, je veux te dire, tu peux pas forcer Apple, c'est pas non. Donc ils feront ce qu'ils ont décidé de faire, et quand ils ont décidé de le faire, et s'ils décident de changer d'avis ou de tout casser ou de tout mettre à la poubelle, ils le feront. Ils l'ont déjà fait quand ils essaient de faire un téléviseur, parce qu'on sait qu'il y avait un projet de télé, ça a été ma marotte pendant des années en disant je veux voir une télé Apple, et en fait pour des raisons
je sais pas, qu'on connaîtra un jour, parce qu'un jour on fera le post-mortem de tout ça, et ben ils ont abandonné le truc, on sait pas pourquoi, peut-être qu'ils avaient raté une vague technologique et qu'ils ont regardé la concurrence en disant bah non, on fera pas mieux. Donc voilà, mais c'est vrai que moi j'ai quand même très envie de voir ce que c'est une voiture signée Sony, quoi. Ouais, bah complètement, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, complètement. Mais en tout cas, Tesla a montré que arriver tout seul sur le marché de l'automobile, c'est un pari de fou furieux, et donc bah, ça explique aussi la joint venture avec Honda et Sony, et ça ouvre, enfin ça peut, en tout cas, ça peut donner des idées à beaucoup de gens de faire un partenariat comme ça, en mode un peu lifestyle. Voilà, qu'est-ce que je peux proposer à l'intérieur de la voiture. Ouais, c'est super intéressant. Et puis, moi, j'ai surtout hâte de voir la voiture de Apple à ce moment-là, parce que Évidemment. là, alors c'est amusant parce que tu vois que finalement c'est un marché où c'est peut-être, par certains aspects en tout cas, plus facile pour de nouveaux acteurs d'arriver plutôt que d'être un géant existant de l'automobile, parce que là, toi, ça te force à une transition qui est nécessairement douloureuse. Je voyais Jim Farley, qui est le patron de Ford, qui était à une conférence sur la technologie automobile, et où il expliquait que finalement, il va falloir que Ford change radicalement de l'intérieur, c'est-à-dire cherche des nouveaux talents différents de ce qu'il a aujourd'hui, parce qu'il explique qu'il a juste pas l'expertise en interne pour assurer sa transition vers le tout électrique. Et il dit voilà, désolé, on a juste trop de gens et les choses sont trop complexes. T'imagines la douleur ? C'est incroyable. Surtout après toutes les sorties de Ford, rétrospectivement. Toutes les sorties sur Tesla, sur le marché de l'électrique, machin bidule, et là en fait finalement de dire ça, je sais pas si je me trompe quand je me dis en fait je comprends mieux pourquoi il disait ça avant, quoi. Parce que du coup si vraiment en fait on aurait dit qu'il voulait pas que ça arrive, quoi, qu'il voulait pas que l'électrique arrive, ça les oui, parce qu'évidemment c'est des transitions qui sont super douloureuses. Lui il dit mais dans ce cas-là tu les prépares quand même, parce que tu sais que ça va arriver, t'es pas comme un... Oui, mais qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là tu fais quoi pendant ce temps-là de ton business existant? Tu mets pause en disant bon, alors finalement on va arrêter on arrête tout, on baisse le rideau de fer et on rouvrira quand on sera prêt. Ça marche pas comme ça. Moi je me dis c'est Ford, quoi. Ford, ils investissent pour reprendre le train en marche, et je sais pas, mais après lui explique, il dit je peux pas aller voir une organisation qui est basée sur le moteur à explosion en gros et leur dire bon maintenant vous allez être Tesla. Il le dit comme ça, hein. Il dit bah oui, alors ils peuvent le faire sur le design, ils peuvent le faire sur plein de trucs, mais ça suffira pas. Il dit regardez par exemple nos coûts de distribution par véhicule sont 3 à 4 000 $ supérieurs à ceux de Tesla. Ouais. Donc forcément c'est invivable. Bah ouais, mais du coup, et alors, quelle est si on fait un peu de prospective, c'est quoi leur avenir, quoi, là-dessus, parce que... Leur avenir, ils vont le faire. Enfin, je veux dire que, en gros, je pense que c'est quand ton PDG déclare des choses pareilles, c'est pas un hasard, tu vois. C'est pas genre, oups, j'ai peut-être un peu trop parlé. Non, tu penses. Mais voilà. Donc, ils ont annoncé 7 nouveaux véhicules électriques en Europe. Ils vont faire une usine de batterie en Turquie. Ils veulent sortir 600 000 véhicules électriques en Europe en 2026. Alors ce serait un bond en avant, parce qu'ils en ont fait 23 000 l'année dernière. Donc forcément, il y a la fameuse Mustang Mach-E que j'ai toujours pas essayé et qui me fait de l'œil quand même, parce qu'elle a l'air intéressante. Elle a l'air géniale quand même. Mais c'est pas la dernière. Mais je pense qu'il prépare à la fois son organisation interne, l'opinion, l'économie, le marché, ses actionnaires. Là pour le coup des vraies restructurations autour de ce qu'est son avenir de dans 5 ou 10 ans, quoi. Mais là aussi, je pense qu'il va se retrouver face à des choses un peu douloureuses. Je le disais dans le sommaire, tous ces nouveaux constructeurs qui arrivent, il y en a plein. Il y a un nouveau constructeur, mais qui est pas vrai, qu'on connaissait déjà, mais sous d'autres habits, qui s'appelle Foxtron. Foxtron, tu dis Foxtron, ça rime avec, ça rime avec Foxconn. Foxconn, c'est l'assembleur, c'est le plus gros assembleur d'iPhone. C'est lui qui assemble l'essentiel de vos consoles de jeux. C'est, une giga entreprise, mais qui vend très peu de choses sous sa propre marque. En gros, si mes souvenirs sont bons, ils vendent des cartes mères d'ordinateurs, certaines cartes graphiques, etc. Mais c'est une énorme boîte. Il compterait produire d'ici à 2025 entre 500 000 et 750 000 voitures par an.
Ouais, alors eux, c'est un bond de géant qui compte faire, quoi. Très clairement, quoi. Je crois que ce serait du jamais vu, quand même, non? Bah ouais, ils ont racheté, on disait, il y a les fameux 200 constructeurs de voitures électriques en Chine. Du coup, ça y est, la consolidation avance. Ils ont racheté une usine de Lord Star Motors. Ils ont créé une co-entreprise avec Geely, qui est l'un des géants de la voiture électrique là-bas. Ils veulent lancer 3 modèles. Alors c'est amusant. Il va y avoir le modèle C. Ah bon? Le modèle E et le modèle T. Bah, oui, ça risque de pas plaire à tout le monde, ça, le modèle E. Ah bah le modèle E, il faut se souvenir, chez Tesla, ça devait être le nom de la modèle 3. Ouais. Mais le problème, c'est que tous les noms-là, modèle T aussi, appartiennent à Ford. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Ah, la modèle T, ils ont appelé ça comme ça, modèle T? La Ford T, c'est la modèle T? Ouais. Ou c'est D'accord, ok. Enfin, ça s'appelle pas modèle T, mais appeler une voiture T, voilà, la marque est déposée, même si ça fait quoi? Ça fait 100 ans que Ford ne vend plus de modèle T. Oui, à la bouche, oui. Voilà, Foxconn a pour ambition, on l'apprenait encore une fois chez Automobile Propre, de peser 5% du marché mondial du véhicule électrique, voitures, bus et camions compris. C'est-à-dire, ça devrait représenter en gros 1 million d'unités d'ici 2 ans. T'imagines la vitesse à laquelle... Regarde le temps qu'il a fallu à un Tesla pour sortir 1 million de voitures par an. C'est en d'ici gros 3 ans. Dernière. 3 ans, 2025 ils disent quand même. Ah oui, c'est vrai, on est en 2022. Oui, pardon. Ouais. Oui, enfin c'est très rapide quand même, hein, en partant de rien. En partant de rien. C'est juste, ouais, c'est à la chinoise. Voilà. Mais après ils font un partenariat quand même avec Yulon Motors. Ouais, t'as fait. Donc bon, ils partent de rien. Ouais, ils partent de rien. Bon, ils ont une infrastructure quand même un peu. Ah ouais, ça pour la production et tout ça. Et puis ils ont pas peur d'investir. Hein. Elle est jolie. Hein, il y a une photo de ce qui est encore, j'imagine que le concept de la modèle I. Enfin très jolie, avec des rétros qui sont pas des rétros mais des caméras, dans une voiture toute noire avec une espèce de barre de phare à l'avant. C'est intriguant. Voilà, on demande à voir, un peu comme pour le reste. Mais j'adorerais aller faire un tour en Chine pour aller voir. Bon, c'est pas le moment, hein, mais pour aller voir toutes les voitures électriques produites là-bas, ce serait. C'est quoi le grand salon chinois? Il y a plusieurs salons chinois de l'automobile. Alors écoute, je pense qu'on va se payer un voyage un de ces 4 matins. Ce serait peut-être pas mal. On en vient. Alors, je sais même pas par où commencer. Dis que déjà, ils ont quand même dit des choses bien. Alors, voilà, on va prendre les choses en ordre. Ce mois-ci, j'ai découvert une vidéo sur YouTube qui est sur la chaîne de Villebrequin. Vous connaissez Villebrequin? C'est 2 garçons charmants, Sylvain Lévy et son camarade qui ressemble à notre ex-premier ministre. Voilà. Pierre Chabrier. Voilà, Pierre Chabrier. Eux, c'est des vrais fondus de bagnole. Hein. Sylvain Lévy, il a travaillé chez tous les grands équipementiers, Bosch, tout ça, chez Bosch, chez Valeo aussi, je crois. Ouais. Et enfin voilà. Et c'est une chaîne vachement rigolote, sympathique. Bon, eux pour le coup, vraiment, eux, ils en mettent du super samplon dans leur cornflakes le matin. C'est leur truc, c'est leur cam. Moi, j'ai pas de problème. Sur le papier, j'ai pas de problème avec ça. Ils ont fait des trucs très rigolos. Lui, il a perdu son permis, il a été forcé de prendre une voiture sans permis. Ils sont allés sur Wish pour acheter 1 000 € d'accessoires pour une voiture sans permis. Ils ont quand même pété le record d'Europe de cagnotte KissKissBankBank. Ils ont fait sauter le site un peu de fois. Ils veulent faire une multipla de 1000 chevaux, c'est ça? Le multipla, c'est ça. Le multipla. Franchement, c'est des mecs qui. Enfin voilà. Et après, ils vont faire tout un truc autour, louer un circuit pour faire la démo et tout, ça va être vraiment un événement. Non, c'est des mecs qui mettent les petits plats dans les grands, ils sont ultra cool. Et ça marche. Mais quand ils s'intéressent à leur sujet. Quand tous les trucs bien faits avec du cœur et de l'esprit et de la persistance, ça marche. Ouais. Et ça, je leur reconnais ça. Et alors c'est vrai qu'évidemment, moi j'avais une petite frustration parce que à chaque fois je me disais, j'aimerais bien avoir une vidéo de Villebrequin qui teste une Tesla par exemple. Et alors ils l'avaient fait sans le faire. Exactement. Ils avaient suivi comment s'appelle-t-il? Barack et Rock'n'Roll. Voilà. Un autre youtubeur qui était allé, lui, c'était déjà 3 ans, quelque chose comme ça, chercher sa Tesla au siège à Chambourcy, et il l'avait accompagné, voilà, en disant c'est pas mal, mais mais c'est pas mal. Hein. Oui, mais c'est vrai que. Pris une petite claque. Oui, sur le côté. Ah oui, mais ça dépote quand même. Hein. Ah oui, c'est voilà. Très bien. Mais depuis, moi, j'avais une petite frustration en disant quand même, il s'est passé plein de trucs. C'est quand même dommage qu'eux mettent pas les doigts dans la prise, pour le coup. Bah oui. Et ça y est. Et là, cette semaine arrive
comment s'appelle la vidéo? C'est Tesla, le futur, point d'interrogation. Et je dis, ça y est, je vais regarder la vidéo. Ah ouais, ça va être fun et tout. Vidéo d'une demi-heure. Vidéo d'une demi-heure. Et je regarde. Et je vous raconte pas la vidéo. Allez la voir. Ça commence par un long truc où on raconte l'histoire de Tesla, en gros, du début. Il y a des petites erreurs, mais honnêtement, c'est vénal dans l'ensemble. Il y a des trucs où ils auraient pu être mieux informés, mais c'est pas grave. Ouais. L'essentiel y est, bon. Et voilà, moi je suis encouragé par tout ça. Je dis c'est chouette, c'est bien. Alors vraiment, non mais ils ont compris que c'est bien. Ils trouvent ça intéressant. Vraiment, t'es contente parce qu'en plus je suis assez fan de ce qu'ils font. Et ça, c'est avant qu'on arrive à la 20e minute, quand ils se disent, justement, ça y est, on va répondre à la question, est-ce que Tesla, c'est vraiment le futur? Et là, écoutez. En l'état, en tout cas à l'heure actuelle, on n'a pas connu d'autres évolutions dans la création des batteries, le recyclage des batteries, dans l'autonomie, dans la recharge, dans les infrastructures. Donc on n'a pas évolué là, et à l'époque où on en est, alors que ça fait déjà un moment que ça existe, je vois pas dans quel monde c'est le futur. Peut-être qu'on remettra cet extrait dans 30 ans quand tout le monde roule en électrique. Ouais, et qu'on aura l'air de sale et qu'on aura l'air de bons gros cons. Mais vraiment, à mon avis, il y aura d'autres solutions. Ce qui est fou avec l'électrique, c'est qu'en voulant arrêter les erreurs de notre époque, c'est-à-dire le tout pétrole, et effectivement, il faudra sortir un jour ou l'autre du pétrole parce que de toute façon, il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc il faut trouver des solutions, ça je suis d'accord. Mais pour le coup, en voulant réparer ces erreurs-là, on est en train de refaire les mêmes. Bon, on va pas. Vous irez la voir, vous irez voir la vidéo, mais c'est que voilà, à partir de la 20e minute, on a l'impression d'être en train de dérouler le chapelet de, disons-le, d'ânerie qu'on entend assez régulièrement. Il y a des choses qui sont des jugements de valeur. Moi, j'ai pas de souci avec ça. On peut en débattre, mais il y a des choses qui factuellement tiennent pas la route. C'est-à-dire que, mais moi, ça me rappelle. J'avais un prof qui engueulait les élèves en disant mais attendez, mais là il y a une faute par mot et là aussi il faudrait faire pause toutes les 4 secondes en disant mais ça non plus quoi. Le côté de toute façon regardez, rien n'a évolué sur les batteries, sur les recharges et sur le reste. Tu dis stop. C'est ça. Tout a changé en 10 ans. Tout a changé en 10 ans. J'ai été super patient sur parce que bon, toi t'es quand même t'es très cool et moi je suis un gars plutôt gentil, c'est ça. Toi t'es un mec plutôt cool, tu parles de la 20e minute. Alors moi j'ai quand même relevé un paquet de sophismes, de cherry picking, de faux dilemmes, d'attaque à dominem sur Elon Musk qui est un sale con. Il y a des arguments pour le dire mais oui, mais en au moins un. Là aussi c'est débat, ça se débat, dire Elon Musk est un sale con. Mais bien sûr, quand il dit qu'il envahira n'importe quel pays s'il a envie, évidemment que oui, c'est des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, c'est évident. Mais bon, voilà. Donc moi j'étais super patient pendant tout le truc, malgré les erreurs, malgré les fake news quand même qui ont été dites. Hein. Non mais il y a des trucs sur lesquels il faut accepter de faire le constat de ces désaccords, mais de se dire bon, on a des opinions différentes sur le même problème. Ok, soit. Le problème c'est que tu peux avoir ta propre opinion, mais tu peux pas avoir tes propres faits. Et à partir de la 20e minute, c'est dans ça qu'on tombe, c'est ces gens. Et alors là, ouais. Non, c'est pas juste que t'as tort, c'est que c'est pas vrai, d'accord. Et t'as envie de les attraper au travers de l'écran en disant mais Sylvain Lévy, viens ici que je t'explique. Et c'est pour ça, ce que je disais dans l'intro, c'est que c'est pour ça que ça blesse. C'est parce qu'en plus on les aime bien. C'est-à-dire que c'est des conneries qu'on lit et qu'on entend et qu'on voit ailleurs dans la bouche ou sous la plume de gens dont on se fout assez éperdument. Donc si tu veux, là au moins ça a pas la même importance. Mais tu n'es jamais déçu que par les gens que t'aimes bien. Donc voilà, c'est décevant. Je t'en mets un autre extrait, tiens. Parce qu'aujourd'hui, il est utopique encore de se dire je vais avoir qu'un seul véhicule électrique pour un foyer. Le problème, c'est que là, on crée vraiment un double souci en attendant qu'on réussisse à faire de l'électrique convaincant. C'est que effectivement, comme tu viens de le dire, les gens qui achètent de l'électrique, c'est pas leur seule voiture. Ils ont forcément un véhicule thermique. Donc en fait, le seul truc qu'on a fait, c'est leur ajouter un véhicule au foyer. Pour ceux qui remplacent un ancien véhicule qui marchait encore très bien par de l'électrique, c'est pas mieux. Ça veut juste dire que ce véhicule qui marchait très bien, il va ailleurs pour à la casse pour le pire des cas. Et là, c'est terrible, écologiquement, évidemment. Ou bien, éventuellement sur le marché de l'occasion. Et là, ok, pourquoi pas, au moins c'est pas perdu. Les téléphones, on t'incite à ne pas les jeter, les faire durer, les réutiliser. L'électroménager, on t'incite à ne pas les jeter. Oui, mais ton téléphone, il émet pas du dioxyde de carbone. Enfin, il émet pas. Alors que des voitures un peu anciennes, qui existent déjà, elles vont rouler un peu, elles vont peut-être polluer un peu, mais... Les trucs s'enchaînent tellement vite que tu pourrais même pas les rattraper au bond. T'as l'impression d'être dans, l'espèce de canon à balles de tennis pour l'entraînement, mais t'as coup qui t'enverrait 2 balles à la seconde. Bon, j'arrête là parce que je vous dis, ça fait monter ma tension, ça m'énerve.
Je sais pas. Alors, une théorie qui dit qu'il faut beaucoup plus de temps pour débunker des informations qu'il n'en faut pour les gens de les produire. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, voilà. c'est Brandolini, c'est ça. C'est dire. Oui, bien sûr. Oui, mais non, ça marche pas comme ça. Et alors, il y a des vidéos déjà sur YouTube qui essaient de faire le debunking de Villebrequin. Bon, très bien. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui. Enfin voilà, moi je suis très déçu. Alors la vidéo, elle a déjà fait 1,2 million de vues. Hein, ben voilà, c'est ça le problème. C'est ça aussi. Ils ont une telle audience. T'as des mecs comme ils ont un gros porte-voix chez nous. T'as des mecs comme Mark Muller qu'on a interviewé chez nous, qui est parti en Amérique du Sud, qui est parti dans je sais plus combien de pays. Mark Muller, c'est l'auteur du documentaire À Contresens, qui justement démonte et fait vraiment l'enquête et va sur place et essaye et interviewe les gens. Et moi, là où toutes je suis ces choses déçu, que Villebrequin n'a pas fait. Moi, là où je suis vachement déçu, c'est que Villebrequin, j'ai vu tous leurs épisodes et à chaque fois, je kiffe. Je me les mets en podcast et un Vultech. Ils vont au fond des choses. Le Vultech. Oui. Et quand je lis Vultech sur Tesla, je me dis putain, ils vont leur expliquer comment ça marche une batterie, comment ça se recycle, que ça se recycle à 92%, que tu trempes la feuille dans de la flotte et déjà tu peux récupérer le cuivre. Non. Je pense que alors encore une fois, c'est des, tu vois, je vois dans une vidéo récente ou pas, je sais plus laquelle, Sylvain Lévy qui s'est acheté comme voiture de tous les jours une Mercedes 500 SEL des années 90, enfin qui était en tout cas une voiture formidable, mais alors là le tout, je sais pas combien en ça délit, coûte. c'est un peu chaud, mais ouais, c'est ça. Voilà, bon, mais donc c'est des gens qui ont un vrai plaisir et une passion, mais même une passion de l'histoire de l'automobile, tu vois. Ouais, complètement. Et ça, moi, j'ai pas de souci avec ça, mais là, c'est trop, quoi. C'est trop. Et encore une fois, c'est ça. Je crois que t'as raison. C'est-à-dire que ce serait pas gênant s'ils étaient pas assis sur un si gros haut-parleur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a 1,2 million de personnes qui vont regarder ça, et beaucoup qui n'ont donc aucune raison de pas le prendre pour argent comptant, parce que ils parlent à des gens ils écoutent des gens qui parlent avec une vraie position d'expertise. Là, on dirait que c'est un parti pris, en fait. On dirait pas que c'est un Vultech, on dirait que c'est un parti pris. Et ils reconnaissent tout à fait que Tesla pète complètement le game en termes de performance, que la Tesla Model S, quand elle est sortie, c'était vraiment un truc qui avait mis tout le monde d'accord. Mais ils savent même pas, par exemple, que le master plan d'Elon Musk, c'était de faire des voitures très chères, puis après un peu moins chères, puis après un peu moins chères. Et Sylvain, il s'étonne en plein milieu de la vidéo. Ah ouais, ils sortent un Model X, super accessible, hein, merci. Hein. Non mais attends, la base. Non mais ça, il y a plein de trucs factuels où on pourrait dire c'est vrai que voilà, il y a des choses, je me suis gratté la tête, je suis même allé pour certains les vérifier en disant mais qu'est-ce que quand on dit que je sais pas le Cybertruck est fait sur une base de Model S, on va pas reprendre pied à pied parce que j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé ça. Le châssis de Model S pour le Cybertruck. Alors à un moment, je racontais ça chez moi et mon épouse me dit c'est simple, t'as qu'à les faire venir dans ton podcast. Oui, mais ils ont aucune raison de venir. Enfin, je veux dire, c'est pas, ils vont pas venir pour se flageller avec des branches d'ortie en disant oui, on est désolé, on a dit des conneries. Bah oui, mais non, mais ça marche pas comme ça. Mais non, puis en plus, ils bossent 20 heures par jour. Je suis pas sûr qu'ils aient même le temps. Mais c'est vrai que l'envie, surtout, je pense que l'envie, en fait, non, mais c'est des mecs, ils aiment pas l'électrique, ils aiment pas ça. Donc, je pense que dans tous les cas, alors ils y viendront à reculons, quoi. Mais ah non, c'est terrible. Et c'est intéressant parce que pourtant je les crois pas de mauvaise foi, tu vois. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est terrible parce que la puissance du mec qui te raconte des âneries de toute bonne foi, elle est terrible. Je lisais un papier. J'ai découvert un papier sur l'Autojournal. Le titre, c'était « Voiture électrique, à quelle fréquence faut-il l'entretenir ?» Ah, c'est intéressant. Je rappelle que moi, j'en suis à 23 000 km et donc j'en suis à 1,5 bidon de liquide lave-glace. Voilà, c'est la totale de l'entretien de cette voiture. Jusque-là, évidemment, c'est le début, c'est la première année, mais pour après, il va y avoir un jour des pneus. Oulala. Oulala quoi ? Ah non, mais les pneus, quoi. Non, c'est intéressant parce que j'ai testé un truc qui existe là pour le coup que chez Tesla, qui s'appelle le Ranger. Le Ranger, c'est tu vas dans ton application et tu demandes un truc de maintenance. Moi, je voulais faire un truc que surtout les Américains font. Nous, on le fait pas beaucoup. C'est faire switcher tes pneus, tu vois, de l'avant vers l'arrière, etc., les faire tourner en fait, pour égaliser leur usure. Donc j'ai demandé à ce qu'un Ranger, donc un mécanicien Tesla itinérant, vienne me faire ça. J'avais regardé le prix que ça coûte. Je crois que ça coûtait 26 €.
pour qu'un mec vienne et le fasse chez toi ou au bureau, tu vois. Je veux dire, dans ces conditions-là, moi, je vais jamais au garage. Et alors, j'étais un peu déçu parce que je l'avais réservé du jour pour le lendemain et le mec est pas venu. Oh. Bon, c'est moi qui avais mal regardé. On était le 14 février, je l'avais réservé pour le 15, mais en fait c'était pour le 15 mars. Et donc le 15 mars, à l'heure dite, j'ai reçu un coup de fil et le type était là. Ils étaient d'ailleurs deux. Ils m'ont remplacé une toute petite pièce sur le machin du truc du coffre. Enfin, je vous la fais rapide, c'est une espèce de rappel. Et donc ils ont changé une petite pièce d'étanchéité. Et puis il a regardé mes pneus, il a testé les pneus et il m'a dit, en fait, je suis désolé, vous n'avez pas besoin de les faire tourner. Il y a moins d'1 millimètre de différence d'usure entre vos pneus avant et arrière. On va pas le faire et d'ailleurs vous ne serez pas débité. Bon, donc charmant. Mais j'en ai profité pour lui demander, mais au fait mes pneus ils vont durer combien de temps? Il a regardé, il m'a dit 40 à 50 000 km probablement. Donc la vraie maintenance, c'est pas pour tout de suite. Je lis souvent, et je lis d'ailleurs dans ce papier de l'autojournal, entretenir une voiture électrique c'est en moyenne 30% moins cher qu'avec une voiture thermique. Je dirais même c'est probablement bien plus que ça, parce qu'on rappelle que tu vois le moteur, c'est les moteurs électriques qui cassent, c'est pour ainsi dire presque jamais. Enfin, en comparaison à un moteur thermique, il y a plein de pièces qui n'existent juste pas. Enfin bref, donc la maintenance est vraiment réduite à sa plus simple expression. Alors, eux disent attention, la batterie représente le cœur d'un véhicule électrique. En moyenne, c'est 40% du prix d'achat. Et ça, c'était vrai il y a peut-être 5 ans, 10 ans. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Sur ma voiture à moi, c'est détaillé sur la facture, donc maintenant c'est facile de le savoir. C'est 6 000 €, le coût de la batterie. Donc voilà. On est très très loin de 40%. J'adorerais que ce soit 40% du prix, parce que ça veut dire que la voiture coûterait 15 000 €. Et alors, c'est après que l'autojournal en gros, ils ont des infos qui sont pour le moins datées. Je pense que c'est d'abord écrit par quelqu'un qui connaît pas le sujet, qui est allé, je sais pas, il est allé sur Google et puis il a compilé des infos, il ou elle, qu'il a trouvé un peu partout sans regarder les dates de publication. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez terrifiant. Alors que les constructeurs de voitures électriques, je cite, préconisent une vérification de l'état des pièces une fois tous les 2 ans. Bon, c'est le cas pour le liquide de frein. Ok, mais aussi pour d'autres éléments comme le filtre à air, oui, le filtre à particules. Le filtre à particules. Mais quel filtre à particules? Le filtre à particules, madame, monsieur, c'est dans le pot d'échappement. Ou encore la clim, et donc voilà, conseillé de faire la révision d'une voiture électrique tous les 30 000 km. Mais ça, c'est comme une thermique. Et je sais pas à quoi ressemble la révision. J'attendrai, j'irai le faire, mais il n'y a pas de révision. Tu peux le trouver sur Tesla. Il y a le plan d'entretien avec les forfaits et tout. Sinon, ils font pas vraiment de la retape pour ça. Mais ça, le coup du filtre à particules, si tu veux, dans le genre, je pense que ça y est, c'est le truc qui tout à coup te disqualifie le papier, genre. C'est ça. Ah bah non, c'est que non seulement tu sais pas, mais t'as même pas fait l'effort d'aller comprendre. Le filtre à particules, t'as changé toi le filtre à particules. N'oublie pas que le filtre à particules. Là, c'est vraiment de la. J'allais dire un peu de la fainéantise, quoi, de l'incurie, aurait dit ma grand-mère. Dans le travail journalistique, c'est un peu différent quand même de nos amis Sylvain et Pierre, qui eux, par contre, je pense, ont vraiment une bulle de filtre et des biais de confirmation qui sont tellement forts en fait que ils restent un petit peu dans leur truc et c'est le principe des biais. C'est que quand t'as une idée, tu veux pas en fait changer d'idée, quoi. Donc tout ce qui vient dans ton sens, tu prends. Et c'est ce qu'on appelle le cherry picking. Tu prends tu vas à la cueillette Austriche, tu prends les plus belles. On est tous dotés, mais à différents niveaux et sur différentes questions, d'une grosse résistance au changement. Je veux dire, faut le savoir. Moi, c'est pas sur ce sujet-là, mais il y a peut-être des sujets sur lesquels je te dirais non, ça c'est des conneries. Moi, j'ai pas envie de changer. Voilà, il y en a probablement plein. Je voulais vous recommander un papier qui vient de chez Carbone 4. Carbone 4, c'est le cabinet de consulting qui est le pendant business du Shift Project. Je vais pas rentrer dans un grand chapitre sur ce que je pense du Shift Project. Le Shift Project, c'est les gens qui te donnent plein de conseils sur l'empreinte CO2 et tout ça, avec souvent des trucs à l'emporte-pièce et contre lesquels j'ai déjà eu l'occasion de m'emporter, pas forcément dans ce podcast, mais ailleurs. C'est eux qui te disent, oui, mais quand tu regardes Netflix pendant 2 heures, c'est comme si tu laissais une ampoule allumée pendant 3 ans. Enfin, je vous la fais rapide, mais et des trucs qui sont largement débunkés, et c'est dommage parce que
Ces choses sont habillées d'un vernis de méthode scientifique, mais quand tu les remets en question, et moi je l'avais fait dans des articles, etc. Et j'appelais les gens chez eux en disant mais non mais c'est des conneries ce que vous avez dit. Ah oui c'est vrai, mais on n'a pas trop eu les moyens de creuser là sur ce sujet-là. Oui à ce moment-là fallait le dire, mais vous allez dépublier l'étude? Non parce que dans les grandes masses les données restent bonnes et puis de toute façon. Ce qui est important, c'est le but qu'on poursuit, c'est-à-dire que les gens consomment moins. Des conneries, des trucs, en gros, ils ont fait, je te la fais rapide, une règle de 3 sur l'empreinte CO2 du gigaoctet échangé sur Internet. Ce qui est une ânerie. Enfin, je veux dire, c'est le kilo de plume et le kilo de plomb. C'est-à-dire que un gigaoctet de vidéos sur Netflix consomme immensément moins, consomme moins d'énergie et émet beaucoup moins de CO2 qu'un gigaoctet de données d'échanges interbancaires, par exemple. Enfin, voilà. Parce que les choses sont pas optimisées pareil, etc. Et donc, quand ils disent non, les vidéos, faut absolument les regarder en petite définition. En fait, quand tu regardes, non, la différence entre un film que tu regardes en 4K et en HD, si c'est 2% ou 1% de consommation, c'est bien le bout du monde. Bref. Et donc ça fait partie, moi et quelques autres. C'est contre-intuitif en fait, c'est ça le problème. Oui, c'est ça, et puis c'est facile de... j'ai encore lu récemment, c'est pas le sujet de ce podcast, mais... Ah non, mais en fait, elle est bien effacée... les pièces jointes dans vos mails parce que une pièce jointe d'un méga ça fait pas mal. Et là tu te dis mais non mais comment ça? Oui, ça consomme autant qu'un frigo. Mais tu te dis mais non, si c'est un truc qui est sur un SSD, et c'est le cas de l'essentiel des données que vous avez aujourd'hui dans un data center, ça ne consomme bon. Tout ça est compliqué. Bref. Oui, mais pour l'alimenter, ton SSD, il faut bien que tu prennes de l'énergie. Et il y en aurait moins à alimenter si on supprimait tout ça. C'est ça. En gros, c'est de dire s'il y avait moins de données, il y aurait moins de disques durs et il y aurait moins de trucs. Alors ça, c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais en revanche, arriver à faire des règles de 3 en disant 1 giga de données, ça fait tant de kilos de CO2, ça c'est impossible. Ça ne peut jamais marcher parce que l'un des meilleurs contrepoints... C'était une courbe publiée par l'ARCEP, donc des gens sérieux, tu vois, le gendarme de télécom, qui montrait le volume de données échangées sur les réseaux mobiles en France. Alors, je te fais la flèche, le hockey stick, hein, tu vois, l'espèce de diagonale qui part vers le haut. Et deuxième courbe, la consommation électrique des opérateurs français, qui est plate sur 10 ans. Ou évolue un tout petit peu, tu vois, c'est-à-dire que et là tu dis non, tu peux pas faire un ratio entre la consommation et l'échange de données, ça ne marche pas vu qu'on voit que le rapport il change tout le temps au bénéfice de l'efficience des... Bon, c'est pas le sujet de ce podcast, bref. Tout ça pour dire que là où d'ordinaire j'ai un petit peu de méfiance face au Shift Project et à Carbone 4, parce qu'en plus, le Shift Project, c'est les gens qui te font culpabiliser sur ton empreinte carbone. Et Carbone 4, derrière, c'est le cabinet de consulting qui vient de dire comment, mais contre menu monnaie, et pas un peu plus que menu monnaie, comment tu pourrais faire mieux. Mais Carbone 4 vient donc, désolé pour cette incise un peu longue, vient donc de publier un article qui s'appelle « Les idées reçues sur la voiture électrique ». Et ça fait plaisir à lire. Parce que là, tout à coup, eux prennent... alors, ils mettent pas toutes les références, mais ils en mettent quand même pas mal. En gros, ils prennent... on commence du début. L'impact carbone, les émissions liées à la fabrication de la batterie sont-elles prises en compte dans les comparaisons carbone? Au bout de combien de kilomètres? Est-ce que la voiture électrique est mieux que la voiture thermique en France? Ou est-ce qu'il faut poser la question autrement? Et dans le reste du monde, comment c'est? Alors, il y a des graphiques, il y a tout ça. Est-ce qu'une voiture électrique est meilleure pour le climat? Peu importe sa masse. Bon, plein de questions intéressantes sur la durée de vie, sur les impacts environnementaux, le recyclage, la pollution, les teen enfants dans les mines, tout ça. Et auxquels ils répondent de manière assez didactique et surtout dans un seul article. C'est-à-dire t'es pas forcé, quelqu'un qui te raconte une connerie, t'es pas forcé de l'assommer avec 72 liens en disant voilà, je t'ai compilé toute la bibliographie disponible sur le sujet. Je vais prendre le lien, je vais le mettre dans les notes de l'émission, carbone4.com/analyse-fact-voiture-électrique. Allez lire ça et surtout gardez-le à portée de main la prochaine fois quand on vous raconte des âneries sur le sujet. Gardez aussi comme lien éventuellement le podcast aussi de Les Doigts dans la prise avec Marc Muller, hein, qui revient quand même pas mal. Ah oui, aussi, qui était je crois le second numéro qu'on a fait. Ouais. Le titre, c'était la voiture électrique polluée par l'intox. Ouais. J'étais très fier de ce titre. Je sais pas jusqu'où je suis allé le chercher. Il était très bien trouvé.
Et il y a un truc qu'on n'a pas évoqué parce que alors j'ai un problème en ce moment, c'est que il y a des sujets que j'ai l'impression d'avoir déjà fait dans le podcast et en fait je les ai pas fait dans le podcast, je les ai fait ailleurs dans la maison où je travaille, donc dans le studio de télévision que j'ai l'honneur de diriger. On produit des choses pour une société sœur qui s'appelle Rumeur Publique et qui font une veille régulière mensuelle sur la mobilité. Et donc on fait une vidéo en plateau tous les mois où j'interviewe la consultante qui fait la veille sur la mobilité et où on a parlé justement par exemple du fait que la France recèle de grandes sources de lithium et que justement ça va pour moi pouvoir permettre d'alimenter les futures gigafactories de batteries. Et en faisant le sommaire là du podcast, je me dis non, je veux pas le faire, ça je l'ai déjà fait. Donc désolé, je vais essayer d'arriver à faire une meilleure dichotomie entre ma vie professionnelle et ce que je fais ici. Et d'ailleurs, je vous mettrai un lien vers la vidéo si vous voulez voir la veille mobilité de Rumeur Publique pour voir mon joli minois par un matin où j'étais pas très réveillé. Voilà. Alors voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode des Doigts dans la prise. On espère franchement, très honnêtement, qu'il vous a plu. On espère surtout que, ça y est, évidemment, vous êtes déjà abonné à ce podcast. Et là, justement, je voulais y venir. Si vous voulez soutenir ce podcast, il y a plusieurs façons simples de le faire. Je précise, des façons gratuites. Des façons gratuites parce que la promesse, c'est qu'en tout cas, tant que ce podcast sera gratuit, eh ben, vous en aurez pour votre argent. Alors d'abord, évidemment, vous abonnez à ce podcast, mais je n'ose imaginer que ce ne soit déjà fait, quelle que soit d'ailleurs la plateforme sur laquelle vous avez découvert cette émission. Alors d'ailleurs, je dois dire, vous avez bien du mérite. On va se dire que je crois que la moitié des écoutes de ce podcast se passe sur Apple Podcast, donc j'hésite à en dire beaucoup de mal, parce que voilà, mordre la main qui nous nourrit pas, mais qui nous apporte pas mal d'audience, ce serait quand même pas très sympa. Mais quand même, moi j'ai redécouvert l'appli Apple Podcast, et là où avant c'était facile, t'étais dans un podcast, tu dis cool, je m'abonne, clique, voilà. Maintenant c'est devenu, tu te poses la question en disant mais il faut que je clique où là? C'est-à-dire t'écoutes un podcast, et en fait il faut que tu trouves la touche plus. Mais plus ça veut dire quoi? Et là on te dit suivre. Tu ne t'abonnes plus, tu suis. Alors c'est un truc qui est arrivé au moment où ils ont ouvert la possibilité d'avoir des podcasts payants. Peut-être parce que là l'abonnement est un concept qui marche mieux pour du payant que juste suivre. Mais donc voilà, tu te mets à suivre un podcast. Donc suivez ce podcast si vous êtes sur Apple Podcast, ou abonnez-vous plus simplement si vous êtes sur n'importe quelle autre plateforme. Alors si vous êtes déjà abonné, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? D'abord, en parler autour de vous. Tiens, voilà, à chaque fois que vous lirez des bêtises en ligne, la prochaine fois que votre cousin vous dira « Non, mais attends, frérot, dans Villebrequin, ils ont dit que l'hybride, c'est le turfu. » Voilà. Allez mettre le commentaire, le lien du podcast en commentaire sur la vidéo de nos amis de chez Villebrequin. Oh non, ça, c'est pas très sympa, mais en tout cas, votre cousin en question, vous pouvez lui partager un lien vers le podcast en disant « Non, mais vraiment, si le sujet t'intéresse, voilà, vous avez écouté Cédric et Thomas, je ne sais pas, moi. » Même si, honnêtement, moi je serais ravi de recevoir les gens de Villebrequin. On la recevrait en studio ici, ce sera très beau, très chouette. On peut même le faire en vidéo, c'est moi qui régale. Ouais. Mais est-ce qu'on va se lancer dans un débat? Non, je sais pas, c'est intéressant. Je serais plus intéressé de prendre une voiture et aller leur mettre dans les mains et de leur dire, ou de leur montrer. Parce que je pense que c'est ça. C'est des gens ils ont besoin de toucher les trucs pour comprendre, quoi. Je sais pas, peut-être qu'on est dans des niveaux d'abstraction un peu trop compliqués. Je suis pas en train, c'est pas une insulte, hein, c'est pas juste leur dire, voilà. C'est vrai que c'est un truc qui ne te frappe pas tant que tu l'as pas eu en main, quoi. Ouais. Alors, donc si vous êtes abonné, parlez-en autour de vous. Et enfin, mais finalement c'est peut-être le plus important, allez sur votre plateforme de podcast préférée et laissez-nous un commentaire. Alors, on va être très honnête, si votre plateforme de podcast préférée c'est Apple Podcast, ça nous arrange pas mal, parce que c'est là que les commentaires sont les plus payants. C'est pas juste pour nourrir nos égos démesurés, hein. Non, pas du tout, c'est que le nombre juste de commentaires permet de faire remonter le podcast dans les recommandations à ceux qui ne l'auraient jamais vu, donc c'est aussi comme ça que ça nous aide. Et puis honnêtement, c'est vrai que c'est sympa quand t'arrives et que t'as des dizaines de commentaires de gens qui sont contents de t'écouter et que ça fait du bien au moral. Tu vois, les jours où c'est un peu dur, je me lève très tôt, tout ça, etc. Un petit coup d'œil sur les commentaires d'Apple Podcast, ça fait, tu te dis, ah ouais, en fait non, j'avais une bonne raison de me lever aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. Bon, et alors dernière chose, hein, si vous êtes une entreprise et que vous avez absolument envie de sponsoriser ce podcast, je veux dire, moi je suis pas un garçon vénal, mais je refuse pas l'échec non plus.
Voilà, cette fois les doigts dans la prise, c'est terminé. Bonne route à tous. Salut Thomas. Salut. Et rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous. Salut à tous.